Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fred Savard, je vous dis bienvenue à ce 6e épisode de On a fait nos recherches aujourd'hui. Je suis très heureux de présenter cet épisode à l'EQTR, c'est une première. Dans la courte vie d'On a fait nos recherches, on va aller parler d'obésité avec la chercheure Marie-Pierre Gagnon-Giroir et le chercheur Alexandre Fizette. On va en fait parler d'obésité à travers deux grands thèmes, c'est-à-dire les déterminants physiques, neurologiques et les déterminants psychologiques et sociaux. Épisode et discussion en fait passionnante où on brise, je pense, certaines idées reçues par rapport à l'obésité. Alors voilà, j'en dis pas plus. On se transporte donc à l'UQTR pour ce 6e épisode d'On a fait nos recherches. Première fois que je viens à l'UQTR. Bienvenue à Trois-Rivières. Alexandre Fizette, bonjour. Bonjour. Marie-Pierre Gagnon-Giroir, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je suis professeure ici en psychologie de la santé. Oui. Je suis aussi psychologue clinicienne. Je travaille sur tout ce qui touche l'image corporelle. C'est quoi l'image corporelle? Comment on se voit nous-mêmes, comment on voit notre corps, la forme de notre corps, et comment ça influence comment on voit les autres. Oui. Puis, tu es venu ici me rencontrer avec mon ami Alexandre, qui est un drôle d'ami, qui est un ami par un drôle de hasard. Non, mais dans le sens que on travaille sur la même chose, mais complètement différemment. Fait que c'est comme si on faisait la même recette, mais que lui... Avec des ingrédients complètement différents. Ben lui, il s'intéresse, mettons qu'on fait du pâté au poulet, là, Alexandre, il s'intéresse à qu'est-ce qu'il y a dans le poulet, puis moi, je m'intéresse à si t'aimes ça, le pâté au poulet. C'est intéressant. Bon, Alexandre Fizette, est-ce que c'est une bonne description? C'est intéressant. J'avais une autre analogie alimentaire à proposer. Je nous voyais un peu comme les deux côtés du mini-wheats. Moi, je suis vraiment... Marie-Pierre va être le côté un peu givré. Ouais. Moi, je vais être le côté très sérieux, très mathématique du mini-wheats. Le côté blé entier. Exactement. Mais au final, on travaille sur la même céréale. Bon. Est-ce que les mini-wheats, c'est un bon aliment? Non, c'est pas pour que je fais des blagues. Tous les aliments sont des bons aliments. Ah, OK. Bon. Alexandre Fizette, vous êtes professeur dans quel département ici, l'UQTR? Moi, je suis en biologie médicale, professeur de physiologie en biologie médicale. OK. Et là, il y a The Lancet, ce magazine, cette revue scientifique qui a jeté un pavé dans la mare. Est-ce qu'on peut dire ça par rapport à notre conception de l'obésité? C'était un pavé dans la mare bien attendu là, de la communauté scientifique, mais peut-être moins de la population en général. Là. Fait que oui, ça a pu avoir eu un effet de surprise pour certaines personnes. Là. Ça faisait longtemps que The Lancet travaillait sur ça. C'est quoi exactement cette nouvelle définition? Qu'est-ce qui fait que ça a révolutionné? Puis là, je sais que je dois ouvrir un pan très large, mais... On a du temps. Je pense que je commencerai par demander à Alexandre comment il a compris, qu'est-ce qu'il a compris de cette révolution. Parce que ça va être plus précis, sa réponse. Ben, en fait, moi, de mon côté, il ne faut pas oublier que je m'intéresse vraiment à l'aspect très fondamental, alors que là, on est en train de mettre à jour un peu la définition clinique de ce qu'est l'obésité. Et en fait, on s'intéresse cette fois-ci beaucoup plus à l'aspect maladie qui est lié à l'obésité. Donc, c'est pas uniquement la présence d'un petit surpoids. Là, on est en train de faire face à une maladie en soi. Ouais. Et cette définition-là change beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'elle change? En fait, c'est qu'on va se mettre à considérer l'obésité comme une maladie qui pourrait mériter des traitements. Comme d'autres maladies, par exemple le diabète ou les maladies du cœur. Alors que présentement, l'obésité, auparavant, l'obésité, c'était souvent vu comme une condition de santé, mais pas plus. Donc, on disait un médicament contre l'obésité. Non. Si c'est un médicament contre le diabète, ça va. Un médicament contre les maladies du cœur, ça va. Médicament contre l'obésité, non, tu veux juste bien paraître. Là. C'est pas quelque chose qu'on devrait nécessairement traiter. Je pense que ça remet les choses en perspective un peu. Est-ce qu'on était dans cette idée que, dans le fond, les personnes qui sont obèses, c'est un peu de leur faute? Absolument. On était dans l'idée que l'obésité, c'est pas une maladie, c'est une conséquence d'un mode de vie qui est pas assez discipliné, qui est pas assez bon, qui est pas assez sain. Donc, comme Alexandre l'a dit, on va pas traiter ça. On va dire aux gens, prenez-vous en main, arrêtez de niaiser. Mangez mieux, bougez plus. Ouais. Ce que ça permet de dire, c'est absolument faux. C'est une condition médicale complexe, déterminée par tellement de facteurs qu'on doit appeler ça une maladie. Fait que ça, c'est la première chose que ça fait.
fait. La deuxième chose que ça fait, c'est que ça détermine que c'est pas toutes les personnes qui sont grosses qu'on devrait dire qu'elles souffrent d'obésité. Oh. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'était l'IMC, là, le fameux rapport du poids avec la grandeur, qui déterminait si on disait qu'une personne souffrait d'obésité ou pas. Un test qu'on passait en éducation physique. Absolument. On se faisait peser devant tout le monde. Ça, c'est... Je repense, bien gênant. C'est fou. Ben, c'est bien gênant si t'es pas dans la catégorie mince. Dans la norme. Et même si t'es dans la catégorie mince, c'est toute une pression parce que là, il faut que tu y restes, tu sais, éternellement, parce que là, t'as vu les autres qui étaient pas dans la catégorie mince. Fait que cette mesure-là, elle est moins pertinente aujourd'hui? Plus du tout? Ça fait longtemps qu'on sait que l'IMC, c'est pas vraiment la meilleure manière de mesurer, disons, les conséquences d'un surpoids sur la santé. Il y a des experts qui ont travaillé là-dessus toute leur carrière, qui ont participé à l'étude, qui a été publiée dans The Lancet, des experts à Québec en particulier, je pense à Dr Després, qui, lui, sa carrière a été bâtie sur le fait l'IMC, c'est pas une très bonne mesure. Est-ce que l'IMC, dans le fond, est-ce qu'on est dans le principe même de la science, c'est-à-dire qu'un paradigme s'installe et jusqu'à temps qu'on ne le réfute pas, ça reste l'hypothèse acceptée. Donc l'IMC pendant je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé, j'imagine c'est les années 60-70. Bon, pendant 20-30 ans, ça reste une mesure. Et là, il y a des recherches et des chercheurs qui remettent en question cette démarche-là et qui prouvent, dans le fond, que l'IMC n'est pas pertinent dans sa raison d'être. Absolument. Puis une des choses qui est arrivée avec l'IMC, c'est que c'était un outil pour étudier des populations. Puis on s'est mis à s'en servir pour étudier des personnes, ce qui est c'est une perspective complètement différente. Si je regarde 10 000 personnes, 100 000 personnes, l'IMC peut avoir une certaine valeur prédictive. Si je regarde ma tante Sylvie, ça n'a pas du tout de valeur prédictive. À quel niveau? Sur des populations, dans des régions du monde particulières? Dans des régions du monde, un peu comme l'âge. Tu sais, si on utilise l'âge comme un prédicteur, ben oui, on va se rendre compte que les gens qui sont plus vieux ont plus de problèmes de santé. C'est un prédicteur général. Après, c'est utilisé dans des études, ça a été complètement généralisé, mais ça a été aussi popularisé. Les gens, c'est ça le problème, que même si les scientifiques s'entendent pour dire « OK, ouais, finalement, on c'est pas le meilleur outil. » C'est moins utile qu'on pensait, l'IMC. Ben, les gens continuent dans les gyms? Oui, dans les gyms, les gens continuent à utiliser ça comme mesure de leur propre santé, alors que c'est une mesure très inefficace de la santé d'une personne en particulier. Tellement simple à obtenir aussi. C'est probablement à travers cette facilité-là, l'IMC, on se mesure. Par la suite, on regarde le poids. C'est des choses qui sont très faciles à obtenir. L'IMC se calcule. 2 temps entre mouvements, c'est fait. On a une valeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais au moins, ça se fait assez rapidement. Les autres mesures, c'est toujours plus complexe, un peu, disons, même si c'est plus précis. OK. On va parler peut-être... à un niveau ontologique, c'est quoi les mythes les plus tenaces sur la perte de poids? Le principal mythe par rapport à la perte de poids, c'est que c'est réaliste. Pour la plupart des gens, c'est pas réaliste de perdre du poids. C'est pas réaliste de perdre le poids que les gens désirent perdre, peu importe leur silhouette. Je dirais que ça, c'est le principal mythe. De mon côté, je dirais, on voit qu'il y a une crise d'obésité mondiale. On n'est pas face à une crise mondiale de mauvaise volonté ou de lâcheté. Moi, c'est ce qui me choque le plus. C'est intéressant, OK. Donc, c'est multifactoriel. En fait, ce qui fait que des populations ou des gens sont obèses, ça serait quoi ces facteurs-là? Là, c'est là qu'on entre dans mon territoire. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que l'obésité, c'est un excellent exemple d'une maladie qui va mélanger ce qu'on appelle la génétique, donc des facteurs qu'on va hériter de la part de nos parents, mais aussi de l'environnement. Donc, c'est la rencontre de ces deux facteurs-là. Un environnement qui est un peu malsain, qui est stressant, où est-ce qu'on a un accès à de la nourriture qui n'est pas nécessairement de grande qualité, où est-ce que la nourriture de qualité est chère. Tout ce genre de choses-là, où est-ce qu'on n'a pas le temps de la cuisiner, qui se mélange avec parfois une génétique un peu moins favorable par rapport au gain de poids. C'est ce qu'on disait avant, les glandes. Les glandes, les gros os. C'est ça. Non, mais c'est des choses qu'on entendait. Absolument. Je pense que c'est quelque chose qui est normal, qui va toujours exister au sein de la population, cette diversité-là de réponses par rapport à l'alimentation. C'est normal, c'est une bonne chose. Mais au final, si on est avec une génétique un peu moins favorable, un environnement qui nous pousse à la surconsommation d'aliments, on va se retrouver avec une situation d'obésité. D'ailleurs, attendez, on parle, là j'ouvre une parenthèse, avant d'aller plus loin, on parle d'obésité depuis tantôt, mais
ça veut dire quoi en 2025? Ben, c'est ça, là, moi, j'avais pas fini mon point tantôt. Bon, allez-y, ça, c'est de ma faute. OK. C'est quoi être obèse en 2025? Oui, c'est ça. Médicalement parlant. Ben, ce que The Lancet propose, c'est que pour que l'obésité soit considérée comme clinique, ça veut dire pour qu'elle soit un problème, il doit y avoir des conséquences liées à la santé. Puis ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un poids très élevé qu'on ne devrait pas considérer comme obèses parce que leur santé n'est pas affectée, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de problème en termes de santé. Puis ça fait longtemps que la communauté scientifique sait ça, mais s'obstine un peu avec cette réalité-là parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est vraiment un phénomène? Mais ce que la définition propose, c'est quand même de dire que pour que ça soit un phénomène critique, ben, ça doit être en lien avec la santé. Ouais. Si j'ai une silhouette, moi je dis souvent, là, des ratons laveurs, il y en a des petits puis il y en a des gros, puis des chats, il y en a des petits puis il y en a des gros, puis personne ne se borde avec ça. Ça dépend. Ben, il y a des... Non, mais... Il y a des chats à la diète. J'ai des chats, puis il y en a une qui est un petit peu plus... enveloppée. Elle a beaucoup... Moi, je dis toujours qu'elle a beaucoup de poils. Oui. C'est ce qui est vrai. Oui, c'est ça. Mais mettons qu'on prend les ratons laveurs. Mais mon vétérinaire trouve que oui. Faudrait que je fasse quelque chose sur la nourriture. Ben, ce chat-là est victime de stigmatisation liée au poids, tu sais. Tout à fait. Mais mettons qu'on prend les ratons laveurs ou les loups, je sais pas quoi, les ours, tu sais, il y en a des petits dans la nature, des souris, il y en a des petites puis il y en a des grosses, puis tout le monde est correct avec ça. Mais des humains et ce qu'on humanise, comme nos chats, ben ça, faudrait que tout le monde rentre dans le même moule, tu sais. Mais il y a des gens pour qui, ben leur silhouette est faite comme ça, puis leur corps est en équilibre comme ça, puis il y a pas... On devrait pas appeler ça de l'obésité, c'est juste la forme de leur corps. OK. Donc, est-ce qu'il faut que la personne qui est... En fait, est-ce que même le concept de surpoids, dire que quelqu'un est en surpoids, c'est-tu quelque chose qu'on devrait même plus dire? Moi, c'est un des mots que je déteste le plus, parce que, tu sais, il y a le mot non, je connais pas, je savais pas. Non, je sais, il y a des mots que je vais sûrement dire que vous allez détailler. Je suis désolé. Moi, je me fais reprendre régulièrement aussi. Oui, c'est ça. Je lui donne des petits coups de micro en arrière de la tête. Mais je trouve que le mot surpoids, c'est comme si on avait un poids de trop, surplus de poids. C'est tous des mots pour dire que la personne, elle est grosse, ou elle est plus grosse que la moyenne. C'est mieux de dire ça. Elle est... Ben, ça dépend à qui on parle, mais on essaie de réhabiliter le mot gros puis le mot grosse parce que je peux bien dire que je suis grande ou que Alexandre... Non, j'allais dire grand. Je peux bien dire qu'Alexandre est barbu. Oui. C'est des réalités. Oui. Pourquoi je pourrais pas dire que... Puis je me rappelle une des premières conférences que je fais, je dis tous les mots possibles. En situation de poids élevé. Puis il y a un monsieur qui lève sa main et dit « Tu pourrais dire gros. » En effet, monsieur, je pourrais dire gros. La personne est trop courte pour son poids. Oui, tu sais, on a plein d'euphémismes, comme si être gros, c'était une insulte. T'sais. Non, mais je pose la question sur le surpoids, si c'est un concept qui existe ou non, parce que Alexandre, vous l'avez dit, on a un problème d'obésité, il paraît, en fait. C'est ce que la science nous dit. L'obésité est en augmentation, donc il y a un problème au niveau du poids des populations, visiblement. Il y a un problème au niveau de l'environnement dans lequel on vit. C'est absolument. Ça qu'Alexandre est en train de dire. Je pense qu'il y a un point additionnel que j'aimerais rajouter, c'est que on risque d'y revenir assurément parce que c'est central quand on va parler d'obésité, de maladie. Est-ce qu'on parle du concept de la silhouette ou est-ce qu'on parle de la santé derrière tout ça? Donc là, c'est vraiment deux choses qui sont différentes parce qu'on peut parler... on n'aime pas le terme surpoids parce qu'on s'adresse à la silhouette. Mais si on parle de la maladie, on va parler d'obésité. C'est quand même deux concepts qui existent. La silhouette existe, elle est vue. Et clairement, Marie-Pierre, c'est des choses que tu étudies, la stigmatisation des gens. Les gens ne sont pas stigmatisés en fonction de leur santé, ils sont stigmatisés avec leur silhouette. Donc, c'est complexe un peu tout ça. Qu'est-ce qui nous importe, la silhouette ou la santé? Mais quand la santé est détériorée à cause de la grosseur d'une personne, est-ce que c'est la personne elle-même qui considère que son poids est problématique ou il y a des indicateurs qui peuvent déterminer que cette personne-là qui mesure 6 pieds, qui pèse 350 livres, il y en a une qui est en santé puis pas l'autre. Comment on fait pour faire la différence? Absolument, puis ce sont les mêmes indicateurs que pour deux personnes minces. OK. Fait qu'il y a des indicateurs comme, est-ce que la personne souffre d'intolérance à l'insuline? Est-ce que la personne montre des traces de mauvais cholestérol? Puis ça, c'est vrai autant pour une personne grosse que pour une personne pas grosse, tu sais. Puis les solutions pour ces maladies-là ou ces conditions-là vont être les mêmes aussi. Faire de l'activité physique, manger plus de fruits et légumes. Puis toutes ces solutions-là peuvent avoir un impact sur le poids
ou non, mais ils vont quand même améliorer la santé d'une personne. Tu sais, si je me mets plus active physiquement, que je prenne, que je perde ou que mon poids bouge pas, c'est quand même bon pour ma santé cardiovasculaire. Fait que c'est comme si... Quand on parle de santé, c'est là que c'est important, parce qu'on prend l'exemple d'une personne qui perd beaucoup, beaucoup de poids parce qu'elle est malade, par exemple, puis qu'elle devient très inactive physiquement, elle ne sera pas en meilleure santé, elle va être en moins bonne santé. Parlons de perte de poids, parce que parfois, il faut le faire. Là. En fait, sur un plan même médical, j'imagine que c'est pas juste une injonction, une pression sociale, ou... J'ai le goût de dire, des fois, il faudrait le faire. Ça aiderait beaucoup une personne. Physiquement, fonctionnellement, ça aiderait beaucoup. C'est sûr que c'est pas le fun d'avoir des difficultés fonctionnelles, d'être pas confortable dans son corps, d'avoir des problèmes de santé. Il y a des situations où, effectivement, ce serait vraiment, vraiment aidant que la personne perde du poids. Mais c'est un peu comme dire « Hey, ça te ferait du bien perdre 10 ans. » C'est sûr que ça me ferait du bien. Ça me ferait vraiment du bien. Il y a des moyens pour le faire. Ça se peut que ça arrive, mais ça se peut que ça arrive pas. Bon, mais c'est quoi les facteurs qu'on peut identifier qui rendent difficile ou qui nous aiderait à pas juste dire « Ah, t'es pas capable de perdre du poids parce que tu manques de volonté. » C'est très complexe. Il y a énormément de choses qui rendent la perte de poids difficile. D'un, il faut penser comment est-ce qu'on s'est rendu là. Si c'est un mélange de génétique puis d'environnement, ça risque d'être nos deux ennemis. L'environnement va être un ennemi, donc il faut être en mesure de changer d'environnement. Mais l'environnement, c'est complexe. Oui, c'est ça. C'est pas juste déménager. Exactement. On ne peut pas naturellement, avec un petit claquement de doigts, réussir à changer complètement l'environnement dans lequel on vit. Donc, il faut réussir soi-même à le changer. Mais on vit avec d'autres. On ne vit pas dans un petit vase clos. C'est difficile. Puis par la suite, la génétique, désolé, ça, c'est la loterie. C'est la génétique que tu ne la changeras pas. Donc, il faut réussir à s'adapter face à tout ça. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. On dirait, on veut perdre du poids, il suffit de bien manger, de faire de l'activité. Génial, hein? C'est physique, évidemment. On peut perdre du poids, mais c'est un petit peu l'équivalent. Non, travailler, c'est une activité, mais c'est peut-être pas suffisant pour perdre du poids. Voilà, quelqu'un qui, par exemple, qui va être consommer de la cigarette, c'est très, très simple. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter de fumer? C'est simple, il suffit de ne jamais s'allumer de cigarette. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Tantôt, on parlait des glandes ou des gros os. On reste avec l'impression que il y a des gens pour qui, lui, c'est la génétique, puis lui, c'est les habitudes de vie, alors que le poids corporel d'une personne est toujours déterminé génétiquement, puis la minceur est aussi déterminée génétiquement, comme le fait d'être plus gros. Puis des fois, on a tendance à dire, c'est l'obésité qui est déterminée génétiquement, c'est la régulation du poids qui est déterminée génétiquement. Donc, il y a des gens qui vont avoir tendance à être minces plus facilement, peu importe l'environnement dans lequel ils sont, peu importe leurs habitudes de vie, alors qu'il y a des gens... des fois, c'est comme de dire, c'est pas telle personne, lui, c'est génétique. C'est de dire, toutes les personnes sur la Terre, la régulation du poids est déterminée génétiquement, en grande partie. Pour ce qui est de l'environnement, j'imagine que qu'on rentre dans toute cette idée de désert alimentaire, la façon dont les villes sont faites. Je sais qu'il n'y a pas de solution miracle, mais comment on fait pour alerter les autorités, entre autres? Parce que je suis sûr que les gouvernements dans différents ministères réfléchissent à ça parce qu'il y a des coûts. Mais comment on fait, vous êtes des chercheurs, des chercheuses, comment on fait pour avoir un discours qui va se rendre jusqu'aux politiques? C'est toute qu'une colle. Parce que ce qui est difficile, c'est qu'on parle d'effets très, très indirects. Je donne un exemple concret. À Trois-Rivières, l'année passée, ils ont décidé qu'ils déneigeaient un trottoir sur 2. Ah ouais? Bon, j'imagine que Et non pas une rue sur 2. Un trottoir. C'est ça. Ils déneigent les rues, mais un trottoir sur 2. Toutes les rues sont déneigées. Non, mais tu viens de dire, c'est un choix collectif qu'on fait. C'est pas obligatoire de déneiger les rues. Non. Les autos passent, mais on ne peut pas marcher sur la moitié des trottoirs. Bon, ils sont revenus sur la plupart de ces décisions-là, mais c'est une décision qui fait du sens économiquement, mais qui va empêcher les personnes vulnérables de marcher. Parce que, tu sais, mettons, faire de l'activité physique, il y a bien du monde qui n'ont pas les moyens de s'inscrire au gym, d'avoir un entraîneur, d'aller faire du ski, Et commencer à jogger. Commencer à jogger, ça coûte rien. Mais si le trottoir n'est pas déneigé... mais ça va au-delà de ça. Je veux dire, faut avoir des connaissances minimales. Il faut avoir des connaissances, il faut avoir... C'est pas vrai qu'il suffit de dire à ces gens-là, cours, si t'as pas d'argent, cours. Cours, va marcher, même aller marcher, tu sais. Mais là, on déneige plus le trottoir. Fait que les personnes vulnérables qui vivent au centre, tu sais, les personnes qui vivent en banlieue, là, ils déneigeaient eux-mêmes leur petit trottoir. Mais mettons, les personnes vulnérables au centre-ville, les personnes plus âgées, les personnes qui ont moins de ressources, eux autres, ils pouvaient même plus sortir marcher. Ça a un impact sur la régulation du poids, mais va convaincre, tu sais, le lien est tellement indirect, est tellement loin. Exactement. C'est eux qui vont mettre des pressions sur les administrations. Bon, la malbouffe, on le sait, elle est omniprésente. Il y a toujours des tentatives
périodiquement. C'est toujours plus facile auprès des jeunes. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites dans les écoles, les CPE pour interdire ou réduire l'accès à la malbouffe. Après, ça, c'est sur l'heure du dîner. Fait que c'est tel que tel. Là, au primaire, ça va, mais au secondaire, ils sortent. Là. Oui, exactement. Puis ils vont bien manger ce qu'ils veulent. Tu as amené un mot intéressant. Tu parlais d'interdire certains types d'aliments, certaines nourritures, c'est quelque chose qu'on accepte auprès des enfants parce que les enfants, oui, on interdit des choses, c'est dans l'ordre des choses. Les adultes, nous, on déteste les interdictions. C'est vrai. Donc, et je peux comprendre, si moi j'ai goût d'aller m'acheter mon sac de chips, je trouverais ça dommage qu'on m'interdise de le faire, mais on se retrouve dans une situation où tout est accessible, où c'est difficile de rendre illégal la malbouffe. Ouais. Est-ce que c'est la solution? Je ne croirais pas non plus. Non, mais on a déjà souvent parlé d'une taxe. D'une taxe. Et souvent, Éric Duhem est le premier à sortir pour dire on peut-tu manger ce qu'on veut? Mais c'est vrai que les déserts alimentaires, ça, c'est un autre concept. Je pense qu'il n'a pas fait son chemin dans la population. Mais c'est vrai que ça coûte pas cher. Absolument. La malbouffe, en ce moment, à l'épicerie, à l'épicerie, un paquet de craft dinner ou de nouilles ramen. Ou de nouilles ramen, tu vas nourrir une famille pas mal plus longtemps que si tu achètes du brocoli. Ça, c'est des... Puis, oui, la taxation, c'est une voie d'action, mais ça va exacerber ces inégalités-là. Moi, j'ai les moyens de me payer mon sac de chips. C'est une des avenues. Après, ces inégalités-là restent très difficile. Puis, tu sais, si on regarde, mettons, la nourriture qui est donnée dans les banques alimentaires, c'est souvent pas c'est de la nourriture à haute densité calorique, tu sais, qui est pas nécessairement pas sain, mais plus la densité calorique est élevée, plus un aliment contient de calories puis qui va être mangé rapidement. C'est facile de surconsommer au plus final. ça va être facile de surconsommer. Et c'est dur de donner de la nourriture périssable dans les paniers. C'est dur de donner de la nourriture périssable, c'est dur, tu sais, le système fonctionne pas comme ça. Fait que, je sais pas c'est quoi la solution, là, mais ça, c'est déjà réduire les besoins en panier, ça serait déjà une bonne chose, mais ça voudrait dire peut-être détruire le capitalisme. On n'en est pas là, puis c'est pas l'objet de ce... Mais probablement ça aiderait la régulation du poids de tout le monde. Mais après... Bon, un argument de plus pour détruire le capitalisme. Mais on parle de capitalisme, mais on peut aussi parler de la petite routine lorsqu'on termine le travail. La course avec les familles, tout le monde qui récupère les enfants à la garderie, pris dans le trafic, on arrive à la maison, il est tard, les devoirs, il faut manger, tout le monde a faim, tout le monde est de mauvaise humeur, on a 20 minutes pour mettre le repas sur la table. Je vais me faire un petit risotto aux chanterelles. Non, on va manger, on va sortir quelque chose qui se fait très très vite. Et qu'est-ce qui se fait très vite, qu'est-ce qui est facile? Ça va être de la nourriture déjà préparée, ultra processed, comme on dit en anglais, la nourriture qui est très raffinée, pas nécessairement de bonne qualité, mais ça comble les besoins. Mais au final, est-ce qu'on avance point de vue santé? Pas nécessairement. On acquiert des habitudes alimentaires qui sont pas très bonnes. Puis c'est une des choses que, tu sais, le nouveau guide alimentaire canadien là, a changé dans les dernières années. Puis c'est une des recommandations principales. Cuisiner plus à la maison, tu sais, utiliser moins d'aliments transformés. Si on est capable de soutenir le fait de cuisiner plus à la maison, bien ça serait une mesure qui favoriserait la régulation du poids de tout le monde. Est-ce que les nouveaux services, puis là je profite parce que vous êtes des spécialistes puis vous faites des recherches dans ces domaines-là, les nouveaux services de type Good Food, la bouffe précoupée qui arrive dans une boîte, est-ce que c'est, encore une fois, le capitalisme qui récupère, dans le fond, qui récupère cette idée qu'on n'a pas le temps de cuisiner parce que le système économique nous oblige à travailler longtemps? Et bon, il y a ça aussi, là. Et on est pris dans le trafic parce qu'il n'y a pas de transport collectif. Bon. Est-ce que c'est une mesure mitoyenne intéressante ou c'est vraiment strictement une opportunité d'affaires que des entreprises ont prise? Moi, je serais assez curieux de voir c'est quoi le profil type des gens qui vont être abonnés à ce type de service-là. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de si économiquement accessible. Non. Donc, je me dis, ceux qui consomment ça, c'est probablement les personnes qui étaient déjà en mesure de faire des choix plus sains parce que financièrement, ils ont des capacités un peu supérieures, je dirais. Moi, j'ai jamais lu d'études scientifiques là-dessus, mais on dirait que là, je me dis que ce serait vraiment une bonne idée. Je pense que ça s'en vient, mais ça fait pas assez longtemps, peut-être. Oui, mais bon, ça, je pense que... On va te mettre là-dessus, Marie-Pierre. Oui, ce sera l'objet d'un autre épisode. Oui, je reviens, je vais aller... Bon, moi, je veux qu'on parle de l'intersection entre génétique et environnement. On l'a abordé un petit peu, mais il y a quelque chose qui, dans les éléments que vous m'avez donnés pour préparer cet épisode-là, que j'avais pas réalisé, c'est cette idée de stimulation accessible, légale, donc de se faire plaisir. Mais on oublie que c'est effectivement une sorte de drogue douce. Absolument. Acceptée socialement, jusqu'à un certain point.
À un très certain point, c'est valorisé en fait, socialement. Accepter jusqu'à temps qu'on devienne trop gros. Oui, ça, absolument. absolument. Dire, ouais. L'effet, ça, n'est pas accepté. Puis il y a comme deux profils, tu sais, de gens qui vont être plus dépendants à toutes sortes de substances. Il y a des gens pour qui leur système de plaisir est très réactif. Fait qu'ils vont être comme, oh, ça c'est bon, oh, nouvelle stimo, nouveau goût, oh, ça j'aime ça, ça j'aime ça. Une nouvelle chip. Oui, nouvelle chip. Fait que là, ils vont aimer. Ça, c'est un profil, c'est tel que tel. Mais il y a des gens, leur système de récompense est très, réagit très, pas beaucoup, mettons. Puis ça prend une grande stimulation pour ressentir un plaisir. Donc, ces gens-là vont rechercher plus sucré, plus de quantité, pour ressentir cet effet-là. Donc, cette sensibilité-là à la récompense, ça va amener les gens à consommer toutes sortes de substances. Puis, plus ces gens-là sont conventionnels, plus cette substance-là va être la nourriture. Ça veut dire quoi, pas vouloir déranger, vouloir rentrer dans la norme, pas vouloir faire de conséquences. Bien, ils vont choisir cette substance-là à travers les autres substances plus ou moins légales. Oui, c'est ça, parfois moins légales ou qui ont des conséquences. Tu sais, l'alcool, ça peut avoir des conséquences sur les autres. La bouffe, c'est rare, là, tu sais, que ce que tu manges a des conséquences directes sur les autres. En fait, ça va être caché. Ça peut être très facilement caché. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend une brosse, qui dit « Hey, moi, là, j'ai tellement bu que j'étais allé... Ça traque de chemin de fer, j'étais allé vomir. » Tu t'en vantes pas, mais ça va être socialement un peu « Oh là là, quelle histoire un petit peu drôlatique. » Mais si quelqu'un dit « Moi, j'ai tellement mangé, puis je me sentais mal, que j'étais allé me faire vomir. » Là, on va être tout de suite dans le pathos. Ben oui, mais puis on le dit pas, puis c'est très facile à cacher parce que c'est un élément du quotidien. Tu sais, quelqu'un qui se promène avec des beignes, va pas. Tu sais, tu te promènes à l'université avec des beignes, personne va rien dire. Si tu te promènes avec ta caisse de 12, le monde va être comme ça va. Ou avec ton petit flasque. Tu sais. À moins que ce soit à l'association étudiante, là. Et oui, et même encore. mais c'est ça, c'est comme c'est la dernière substance, si on veut, qui est encore socialement acceptable. Puis c'est une stimulation qui est très vitale pour la plupart des gens. Tu sais, avoir du fun dans la vie, c'est pas négociable. Là. Je pense que ça nous met sur le concept, finalement. Est-ce qu'il existe véritablement une addiction à la nourriture? Parce que est-ce qu'on peut être addict à quelque chose, en fait, qui est nécessaire à notre survie? Mais moi, je donne mon exemple là, que j'aime bien. Moi, je travaille beaucoup avec les souris. On est très, très, très fondamental, mais on s'est intéressé. Qu'est-ce qui se passe quand on sèvre une souris de drogue dure, on va parler de cocaïne par exemple, qu'on compare qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on va sevrer une souris d'une diète qui est riche en gras et en sucre. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe? Beaucoup de similarités. Beaucoup de choses qui sont pareilles. Les souris vont avoir tendance à avoir des comportements très impulsifs pour réavoir accès à leur drogue, que ce soit l'alimentation ou que ce soit la drogue dure. Quand on parle d'addiction à l'alimentation, c'est jamais le brocoli, le blé entier puis les graines de lin, j'imagine. Ben, ça pourrait. Si ton brocoli il est sauté avec du fromage puis un petit peu de foie gras sur le dessus, ça se pourrait. La réaction, c'est vraiment les aliments qui vont être riches en gras, simultanément riches en sucre. C'est eux qui vont, biologiquement parlant, être capables de faire la plus grande réponse de plaisir et de récompense dans le cerveau. Donc, c'est cette réaction-là qu'on va chercher. Si on a quelque chose avec le brocoli, ça se peut que ça soit moins alimentaire, plutôt comportemental. C'est comme une double dépendance. Il y a une dépendance, celle que la dépendance qu'Alexandre décrit, c'est la dépendance physiologique, disons. Là. Mais il y a une dépendance aussi comportementale. C'est des rituels ancrés dans notre quotidien. Qui est la plus difficile, j'imagine, à je dirais que les deux. Les deux sont ensemble. Ils forment un tout assez méchant. Je fais le parallèle avec l'alcool ou avec la cigarette parce qu'on se rend compte, en tout cas moi je me suis rendu compte que c'était plus facile d'arrêter que le discours ambiant parce que physiquement, la dépendance à l'alcool, elle est présente, évidemment. Je dirais la cigarette, c'est fascinant parce que ça prend pas de temps se détoxifier son corps de la cigarette. C'est vraiment le psychologique qui est... L'alcool, c'est plus... Là, j'ai vraiment une question intéressante pour toi. Surtout en tant que quelqu'un qui dit que cesser de prendre de la cigarette, que cesser de prendre de l'alcool. Qu'est-ce que tu ferais si on te disait, ta consommation d'alcool est problématique, il faudrait maintenant que tu prennes juste un verre par jour, pas plus. Ou une cigarette par jour. Parce qu'on ne peut pas arrêter de manger. On ne peut pas dire j'arrête complètement. Alors que moi, j'avais ce choix-là. Tu avais le choix. Donc, en fait, c'était plus simple d'arrêter. Parce que moi, j'ai été en clinique externe et c'était l'approche de la réduction des méfaits. Donc, ils étaient ouverts à m'aider à gérer. Et moi, j'ai pris la décision que c'était plus simple parce que je me connais. Parce que j'ai un profil addictif. Mais mon intensité n'est pas disparue parce que j'ai arrêté de boire d'alcool. Il faut que je la canalise quelque part.
Mais j'avais ce choix d'arrêter complètement. Alors que la nourriture... On n'a pas le choix. On doit faire face à tous les jours à de nombreuses décisions alimentaires. Ouais. On doit choisir qu'est-ce qu'on mange 3 fois par jour, parfois plus. Et à chaque fois, il faut faire le choix quel aliment. Et il n'y a pas des choix qui sont étiquetés. Ceci est 100% bon, ceci est 100% mauvais. Non. C'est toujours sur un continuum. C'est facile d'errer. Et des fois, c'est même pas facile pour des spécialistes de savoir est-ce que ça, c'est bon ou non pour la santé. Mais là, les Doritos, on s'entend que dans l'absolu, il n'y a pas grand-chose de bon pour la santé, à part le plaisir. C'est à part le plaisir, mais le plaisir est important. Puis l'autre chose, c'est que les Doritos, ils sont beaucoup plus, je vais dire, prévalents que l'alcool. Oui. Oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on ne peut pas arrêter de manger. On mange très souvent, on décide quoi, quand, comment. Mais c'est aussi que des fois, puis je ne sais pas si c'est le cas, mais des fois, c'est plus facile de se sevrer de l'alcool en s'entourant de personnes qui consomment aussi pas d'alcool. On n'a pas le choix de faire ça. Ça aide vraiment beaucoup. Mais des fois, c'est une difficulté parce que nos amis sont épicuriens. Moi, en fait, je l'ai vu. Il y a des gens que je vois moins à cause de ça. Absolument. Puis c'était des amis de longue date. Puis je pense qu'ils n'ont pas complètement compris pourquoi. Oui. Mais c'est que c'est moins le fun. Ben, c'est moins partagé. Tu t'en rends compte après plusieurs mois. C'est qu'au début, tu continues à ces soupers-là. Mais éventuellement, tu es comme, mais non, mais je suis plus là. Parce que je trouve que c'est ça. Mais faire ça avec la nourriture, j'avoue. C'est que tout le monde continue à manger. Là. Puis, tu sais, les Doritos... Et ceux qui font pas attention, entre guillemets, tu vois, déjà, là, c'est peut-être pas le bon terme, mais ceux qui n'ont pas de problèmes génétiques, environnementaux et qui mangent ce qu'ils veulent, j'imagine que ça fait... Ils existent, là, tu sais, puis ils vont manger, puis tu sais, ça va être la fête de quelqu'un, il va avoir du gâteau, là, tu sais, ça va être... Puis tu sais, c'est des événements, oui, spéciaux, mais pas si spéciaux, là, tu sais, ça revient souvent, là, c'est la Saint-Valentin, il va y avoir des bonbons, des chocolats, Fait que tu sais, ces aliments-là reviennent, puis je veux dire, en élevant des enfants, à un moment donné, ils ont le goût de manger des biscuits, là, mais la gestion de sucre, elle arrive très, très tôt avec un enfant. Moi, je suis là-dedans. Là. Oui, très tôt, les enfants comprennent très bien que ça, c'est bon. On voit la différence quand ils mangent du sucre, quand ils n'en mangent pas. Absolument. La demi-heure sucrée. La petite demi-heure sucrée. Mais en même temps, on peut pas leur dire, OK, mais c'est pas de sucre, tu sais, c'est pas de biscuits. Non, on essaie de leur expliquer qu'il faut faire attention. Bon. Oui, mais c'est ça qui est dur, c'est se modérer de parfait, OK, un drink par jour. Et l'injonction de la nourriture, est-ce qu'elle est présente aussi dans la publicité? Est-ce qu'on la mesure? Est-ce que ça a un impact vraiment énorme? Parce que on est beaucoup dans la publicité autour de la nourriture, la mauvaise comme de la bonne. Il y a les deux, en fait. Parce que, tu sais, on parle des facteurs environnementaux, j'imagine que ça joue. Le matraquage de la nourriture. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le sur-marketing de tout ce qui entoure la nourriture, puis la culture foodie. Tu sais, c'est bien d'être mince, il faut être mince, mais il faut aussi être foodie idéalement. Puis là, je sais pas comment on fait les deux. C'est là que la génétique fait la différence, mais c'est très à la mode d'aimer manger, aimer toutes sortes de cuisine, la cuisine italienne, Ben, tu sais, la cuisine italienne, là, ça doit être méditerranéen. À un moment donné, c'est très dense caloriquement. Les Italiens sont pas tous en bordure de la Méditerranée. Non, effectivement. Dans le nord, là, oui, on est moins dans le régime plus méditerranéen. Non, plus du tout. On n'est pas loin de l'Allemagne. Hein? Il y a des Italiens germanophones avec des schnitzel. Puis des... Exactement. Mais tu sais, tout cet amour-là de la nourriture, il est matraqué, mais il est partagé. Puis comme au Québec, peut-être particulièrement, mais dans plein de pays, ça fait partie de qui on est. Moi, j'ai une hypothèse que je vous lance qui sera peut-être l'objet d'un prochain épisode dans plusieurs années, mais moi, je suspecte. Puis là, c'est la personne qui a arrêté de boire de l'alcool qui parle. Je suspecte que derrière le foodisme, il y a beaucoup plus de problèmes d'alcool qu'on veut bien le penser. Ah, une autre étude intéressante. Est-ce que... oui. Je vous le dis, je suis sûr de ça. Puis moi, je le remarque. Les gens qui sont épicuriens, il n'y a pas d'épicuristes qui ne boivent pas. Ah, ça, je serais pas d'accord avec Moi, je serais pas d'accord avec ça, par exemple. Ça l'a dit, c'est pas l'objet de cette épisode-ci. Mais la plupart, je suis d'accord que la plupart, ça vient avec. Il y a un vernis qui cache. C'est vrai. Voilà. Mais effectivement, il y a une culture aussi qui est importante. On peut le voir à la télé aussi. Je me rappelle, c'est une vieille étude. Il faudrait que j'aille débroussailler tout ça. Ça doit faire une quinzaine d'années et plus que c'est sorti. Mais où est-ce qu'on pouvait voir que les enfants, en fait, qui étaient exposés à la publicité, avant même d'être en mesure de vraiment parler, pouvaient littéralement associer des logos de fast-food avec la nourriture qu'ils mangeaient. Donc, il était... En fait, c'est puissant, toute cette capacité-là de s'insérer dans le cerveau des enfants
avant même qu'ils soient en mesure de prendre leurs C'est propres fou. décisions. Donc, clairement, c'est quelque chose que les compagnies savent très, très bien. On a effleuré le sujet tantôt. On a parlé des balises de la définition de l'obésité, mais j'aimerais qu'on explore le rapport qu'il peut y avoir entre le poids et la beauté. Parce qu'on est beaucoup là-dedans. Moi, je le vois dans les réseaux sociaux, entre autres. Ben oui. Il y a deux choses intéressantes. Il y a l'injonction de la beauté, mais il y a aussi les grosses personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux et qui revendiquent cette présence, en fait. Oui, il y a vraiment tous ces mouvements-là. Il y a les mouvements avant-après. Voici comment j'étais gros, voici comment j'ai perdu du poids. Il y a aussi la présence de « je veux montrer mon corps, je veux montrer la diversité corporelle ». Puis il y a aussi j'ai le goût de dire pléthore. Là. Il y a aussi vraiment beaucoup de déclinaisons des idéaux de beauté qui sont plus complexes qu'avant. Avant, mettons, dans les années 80, il fallait être mince, le plus mince possible. C'était déjà quoi, mais c'était pas si compliqué. À cette heure, c'est pas ça. Ça prend un corps athlétique. Il peut être un peu curvy, mais ça prend les muscles à la bonne place, de telle façon, de telle. Puis ça, c'est beaucoup associé à la culture de l'activité physique. Et les gens pensent que ça, c'est mieux, que c'est plus santé que de vouloir être mince à tout prix, mais c'est encore penser qu'on a le contrôle sur notre corps. Oui, il suffit de faire poser les bons gestes. Oui, puis on va arriver à ce résultat-là. Puis si j'ai pas ce résultat-là, ben c'est parce que j'ai pas essayé assez fort, j'ai pas essayé de la bonne façon, j'ai pas payé le bon coach, j'ai pas acheté le bon produit. Puis là, c'est une roue sans fin encore qui nourrit toute cette industrie-là de « Hey, si tu pourrais être vraiment un meilleur toi, fait que achète notre produit, achète tout ce qui existe. » Ces idéaux-là semblent se moduler au fil du temps en fonction de qu'est-ce qui est le plus difficile à obtenir à ce moment-là précis. C'est-à-dire? On a de moins en moins de temps pour faire l'activité physique et de tout à coup, c'est rendu qu'il faut peut-être être un peu plus athlétique. Ça paraîtrait mieux, mais c'est le moment où on a le moins de temps, où c'est le moins accessible finalement de le faire. J'ai l'impression que c'est un peu dans le but de conserver cet élitisme-là de l'apparence physique. Donc, je vais aller chercher qu'est-ce qui est le plus difficile à obtenir. Voici la nouvelle image qui est la meilleure, la plus optimale, optimisée. Puis après, j'essaie de la vendre aux autres. Tu sais, moi, mes étudiants, c'est des étudiants de 20 ans qui vont à l'école. Ils étudient en santé, donc c'est important pour eux. Fait que tout ce qu'ils font, c'est aller au gym, s'entraîner, puis venir à l'école. Tu sais. Puis là, ils sont comme, je comprends pas pourquoi les autres font pas comme moi. Là, je suis comme, mais... Parce que toi, tu dévoues ta vie à ça, là, tu sais, puis encore plus les influenceurs, tu sais, leur vie entière est dédiée à s'entraîner. C'est pas réaliste pour Alexandre, là. Là, on rentre dans la notion de privilège. Absolument. Le privilège de la minceur, le privilège du temps, le privilège des ressources pour être capable de faire la chose difficile, qui est se priver de manger des choses extrêmement saines et faire l'activité physique de façon très intense. On est toujours exposé à des gens dont leur corps est en quelque sorte leur produit, leur marketing. Donc, pour eux, c'est un outil de travail, leur corps. Clairement, ils sont en mesure de mettre beaucoup de temps là-dessus. C'est payant pour eux. Le commun du mortel, c'est pas le cas. Non, puis on a tous un corps, puis c'est tous notre carte de visite. J'ai fait un truc sur TikTok avec Rad il y a quelques années, puis c'était comme pour commenter la mode de rate your body 1 à 10. Là. Puis là, les jeunes disaient comment tu rates cette fille-là, puis là, les gars disaient 3 alors qu'elle était splendide. Fait qu'on parlait de ça. Je fais ça tout ingénument, là, puis j'ai reçu plein de courriels de oui, mais tu sais, t'es tellement grosse, c'est sûr que tu vas dire ça pour te justifier. Fait que dès qu'on prend la parole, peu importe notre corps, tu sais. Quand j'étais plus mince, je me faisais dire, tu sais pas de quoi tu parles. Puis là, l'âge et la maternité a fait que là, je me fais dire, t'es trop grosse, t'es pas crédible. Puis c'est comme si à chaque fois tout le monde a un corps. Fait que tout le monde qui prend la parole finit par... Fait que, tu sais, moi, mon corps n'est pas mon produit, mais il finit par être un peu le produit que je vais... En fait, le produit de la parole que vous avez envie de prendre. Absolument. Ou pas, Absolument. Puis, tu sais, c'est dur de prendre la parole, tu sais, dans cette optique-là. Tu sais, sur la définition du Lancet, il y a plein de personnes grosses qui ont pris la parole et qui se font ramasser de dire, là, ça, c'est juste parce que tu essaies de te faire... de dire que c'est correct d'avoir l'air de ce que tu as l'air, tu sais, ce qui est vraiment violent. Ils se font dire qu'ils cherchent des excuses, entre gros guillemets. C'est inacceptable. Un mouvement, on parle des réseaux sociaux, un mouvement que moi j'ai vu apparaître et qui questionne malgré tout, parce que j'ai sûrement plein de billets, c'est le mouvement What I Eat in a Day. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est des gens qui ne font que se filmer et qui résument ce qu'ils mangent en une journée. J'imagine qu'il y a quelque chose de bien là-dedans, mais en même temps, ils doivent tellement recevoir de messages parce qu'on juge ce qu'ils mangent, bien sûr. Absolument. Il y en a de toutes les sortes. Il y en a qui
qui veulent montrer combien ils mangent beaucoup, il y en a qui veulent montrer combien ils mangent pas beaucoup, il y en a qui veulent juste montrer qu'ils mangent normalement comme n'importe qui. Là. Mais c'est vrai que le départ de tout ça, c'est vrai que là, on le voit plus chez les personnes grosses, mais au départ, c'était vraiment les coachs de fitness qui mettaient qu'est-ce qu'ils mangeaient dans une journée pour être inspirant, avec des guillemets. Fait que ça a parti de ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça a été repris pour dire, on va voir qu'est-ce que les personnes grosses mangent, parce qu'il y a plein de personnes grosses qui mangent pas plus qu'une personne mince. Non, c'est un peu ça qu'ils cherchent à illustrer. Penses-tu que je mange 3 poutines par jour? Là? Mais non, je mange des céréales le matin. Puis même quand je mange une poutine, c'est comme le monde ordinaire. OK, on va parler de la recherche, éthique de la recherche, parce que Alexandre Fizette, vous l'avez effleuré tantôt parce que vous avez avoué que vous avez fait cette confession, que vous travaillez avec des souris. Mais bon, j'imagine que non, mais il y a des questions éthiques intéressantes parce que la recherche se fait aussi sur les humains. En fait, c'est vraiment un sujet de conversation qui est assez complexe. Je suis très sensible aux idées que, bon, évidemment, les souris, c'est des êtres vivants. Oui. Ils n'ont pas demandé à être à l'animalerie. Ils n'ont pas demandé à subir des tests. Donc, c'est des questions qui sont absolument pertinentes à aborder. Maintenant, ceci étant dit, il y a des choses qu'on ne peut pas étudier en utilisant des êtres humains. Moi, je travaille particulièrement sur le cerveau. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui était prêt à me laisser prendre une biopsie de son cerveau. Malheureusement, ça se fait pas. C'est peut-être à une autre époque, on n'avait pas besoin de leur demander. J'ai des collègues ça allait mieux avant. J'ai des collègues qui travaillaient sur le gras lui-même, mais tout le monde était prêt à donner ce qu'il voulait. Hein. Tu peux récupérer, tu peux tout prendre. Le cerveau, par contre, ils sont un petit peu moins généreux. Mais est-ce que pour pourriez nous garantir, vous pouvez faire une biopsie du cerveau puis il n'y aura pas d'impact? Non, justement. C'est ça l'affaire. Si je prends une biopsie du cerveau, c'est probablement parce que ça serait la fin. Ah ouais, c'est ça. Donc, il y a une disponibilité, finalement, du cerveau humain, de la ressource, comme on peut dire, qui, en fait, c'est pas présent. Ouais. Donc, si on veut réussir à élucider le fonctionnement du cerveau, on a besoin d'autres approches. Okay. Donc, de notre côté, on va utiliser la souris. On dirait les souris, bon, ils se réunissent pas le vendredi soir pour prendre une bière et une poutine. Non. Il faut être capable de faire on utilise ça comme un modèle. Ouais. Mais c'est surprenant à quel point il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent exactement de la même manière entre la souris et entre l'être humain. Ah ouais, hein? Mais comme Marie-Pierre le disait tantôt, ça va être plus les systèmes physiologique. Ça sera pas, on va pas aller regarder beaucoup les habitudes ou l'aspect social, parce qu'évidemment, souris humain, là, il y a des bonnes différences. Oui, quand même. Mais la biologie, on partage beaucoup de gènes. Les médicaments qui fonctionnent chez l'humain, on entend beaucoup parler d'Ozempic présentement. Là, c'est un peu sur toutes les lèvres. Mais Ozempic a été découvert, mis au point, fonctionne extrêmement bien chez la souris. C'est à travers cette utilisation, finalement, de modèles animaux qu'on est arrivé à pouvoir traiter l'humain. OK. Puis sur le plan éthique, je sais qu'il y a des gens qui vont se poser la question. J'imagine que les protocoles sont sévères. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur le plan éthique, strictement éthique? Là? Donc, il y a plusieurs couches d'éthique qui sont appliquées. On a probablement une couche qui est canadienne qui va établir des lignes directrices qui sont extrêmement rigides, extrêmement claires sur qu'est-ce qui peut être fait. Puis par la suite, à l'échelle locale, nous, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, on a notre propre comité qui s'occupe des bons soins aux animaux. Chaque animal est répertorié. Il y a une raison d'utilisation. Tout ce qui va être fait avec l'animal a été déclaré, approuvé par des comités qui sont faits de multiples personnes, de spécialistes à l'interne, de spécialistes à l'externe, de membres du public. Donc, tout est documenté, tout est contrôlé. On doit justifier le nombre de souris en faisant des calculs statistiques. Autrement dit, il y a vraiment... Tout est optimisé dans le but de réduire finalement le nombre d'animaux qui va être utilisé, de raffiner leurs conditions de vie. Donc, c'est si possible de réutiliser. Donc, si on a un collègue qui voudrait faire la même chose que nous, peut-être qu'on peut simplement utiliser une seule souris, trouver une manière de faire les deux choses en même temps. Donc, c'est le concept des 3 R qui sont beaucoup utilisés en éthique, réutiliser, raffiner, réduire. Et est-ce que, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, est-ce que ça, c'est une avenue qui est intéressante dans votre domaine de recherche? Assurément que de notre côté, l'IA, ça va devenir un incontournable au courant des 5 à 10 prochaines années. Une des principales raisons, c'est qu'on est en mesure maintenant de générer des données qui sont immense. Donc, on va séquencer le génome humain, on peut séquencer des génomes de souris, on peut mesurer maintenant avec des appareils sophistiqués énormément de choses. Tellement de choses que
notre cerveau n'arrive plus vraiment à en faire du sens, à comprendre, à démêler tout ça. Donc, c'est là que le recours à l'intelligence artificielle, assurément, va nous permettre de continuer à progresser. Donc, oui, c'est un incontournable. OK. Avec les humains, je pense que le risque, c'est que l'intelligence artificielle que les gens utilisent, là, les outils communs, elle est toujours un peu en retard sur la science dans les sujets controversés. Fait que si tu demandes qu'est-ce que je suis supposé manger pour perdre du poids, ben ça va pas répondre es-tu sûr que as-tu considéré tous les facteurs? Ça va répondre quelque chose que très générique. Exactement. Que les gens vont prendre pour du cash, finalement. Fait que je pense que c'est ça le danger, l'espèce de petit retard sur Mais sur le plan de vous, en tout cas, en tant que chercheuse, c'est pas des outils, pour l'instant, qui sont intéressants. En termes d'image corporelle, pas... C'est même l'inverse. Oui, c'est ça. Je dirais en fait, ça serait intéressant parce que les modèles actuels, c'est pas des modèles qui sont partis de zéro, c'est des modèles qui ont utilisé des raisonnements disponibles dans la sphère publique pour créer leur mode de pensée. Donc, j'ai l'impression que peut-être que les modèles actuels vont refléter les stigmates puis les... Exactement, c'est ça le problème, c'est que ça renvoie, ça renvoie le stigma parce que c'est ça qui est le plus prévalent. Fait que là, si tu essaies de combattre ça, mais que la machine est nourrie de ce qui est le plus prévalent, ben, ça devient un obstacle à la lutte contre la stigmatisation. Alexandre Fizette, Marie-Pierre Gagnon-Giroir, merci, c'était vraiment passionnant. Et je pense qu'on a brisé des idées reçues. Je le souhaite. Je vais dire des grosses personnes maintenant. Je vais pas dire surpoids. Des personnes grosses. Il y a une différence? C'est le first people, non, je people first language. Oui, c'est ça, des personnes. Oui, les personnes, c'est toujours mieux. Oui. De mon côté. Pourquoi on décrirait une personne sur la base de son poids? C'est un concept qui s'appelle la neutralité corporelle. T'sais. On est-tu obligé de s'aimer? On est-tu obligé de se parler de quoi? On est obligé de se parler? Pas toujours. Des fois, oui. Ça dépend pour dire quoi. C'est ça. Faut se trouver un petit sujet dans l'autobus, mais faisons-en d'autres choses que la silhouette de notre corps. Non, tout à fait. Hey, merci à vous deux, vraiment.